Deuxième temps de notre réflexion, donc, nous allons maintenant voir que le travail, en tant qu'activité sociale, est contraire à la liberté. Il la restreint quand il ne la détruit pas tout à fait. Nous allons voir qu'il existe au moins deux types de contraintes sociales qui sont liées au travail. D'une part, il y a le travail forcé, lorsque il y a des contraintes physiques qui obligent certains travailleurs à accomplir une tâche pour d'autres êtres humains. Et puis, d'autre part, il y a des contraintes qu'on pourrait appeler économiques, qui sont liées à l'organisation du travail dans la société et qui font que même si le travail n'est pas forcé, même s'il n'y a pas de menace physique qui s'exerce sur les individus, ils sont bien obligés malgré tout, de travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Quelques mots d'abord sur le travail forcé. Pendant des siècles, ce type de travail a été extrêmement répandu dans beaucoup de sociétés humaines. On peut l'expliquer de la manière suivante. Le travail, comme on l'a dit, c'est une activité qui certes peut apporter beaucoup, mais qui, dans un premier temps, apparaît comme déplaisante, comme contraignante. C'est une corvée dont on aimerait bien pouvoir se débarrasser. Cela pourrait expliquer le fait qu'un certain nombre d'êtres humains ont contraint d'autres êtres humains à travailler pour eux, par la force brutale. Probablement que ceux qui avaient le meilleur savoir-faire quant à l'utilisation des armes, ou bien ceux qui savaient le mieux monter à cheval, ce qui leur permettait d'être très rapides et d'être habiles au combat, ce sont ces gens-là qui ont d'abord exercé leur pouvoir sur les autres. Ils ont réduit des populations en esclavage, ou bien, comme c'était le cas par exemple dans les colonies françaises, imposé non pas l'esclavage, mais du travail forcé. Les individus n'étaient pas forcément la propriété de maîtres, mais au moins à certaines périodes de temps, ils étaient contraints d'effectuer des tâches, et parfois des tâches extrêmement pénibles. On comprend donc que le travail, pendant des siècles, dans plusieurs civilisations humaines, a été considéré non pas comme un facteur de liberté, mais au contraire comme une tâche indigne d'un homme libre. Les hommes libres dans les cités grecques, par exemple, ou à Rome, ou bien dans le Moyen-Âge européen, c'était une petite minorité d'hommes qui n'avaient pas à travailler, ou du moins qui n'effectuaient pas les travaux les plus pénibles, les plus rebutants. Le travail, c'était une malédiction, c'était ce qui devait être réservé aux classes populaires. C'était les esclaves qui devaient travailler, les paysans, les artisans. Ceux qui appartenaient à l'aristocratie, ceux qui appartenaient aux classes les plus riches et les plus privilégiées, notamment ceux qui étaient des guerriers, des nobles, eh bien, étaient dispensés de travailler. Et même, pour eux, c'était un déshonneur que d'avoir à travailler. Cela voulait dire qu'ils perdaient leur statut privilégié. C'était au Moyen-Âge, par exemple, ou même après, jusqu'à la Révolution française, ce qu'on appelait la déchéance pour un noble. Il ne fallait surtout pas travailler, sinon on se ravalait au rang du bourgeois, ou pire encore, du paysan. Dans la religion chrétienne, comme dans la religion juive d'ailleurs, le travail est assez ambigu. D'un côté, c'est considéré comme un devoir pour l'être humain, donc c'est d'une certaine manière bien vu de travailler, mais en même temps, si on travaille, c'est d'après la Bible un châtiment divin. C'est une punition que Dieu a infligée à l'homme. Donc là encore, le travail n'est pas réellement vu comme un facteur de liberté, c'est vu comme une contrainte dont on aimerait bien pouvoir se débarrasser. Alors, le travail forcé, aujourd'hui encore, existe. Il existe par exemple des pays où il y a des coutumes qui font que l'esclavage continue à exister. Même en France, il peut y avoir des gens, par exemple des travailleurs sans papier, des travailleurs clandestins, qui sont astreints à un véritable esclavage.
Il y a une sorte de chantage qui s'exerce sur eux, et pour ne pas être expulsés, eh bien, ils sont contraints de travailler. Donc le travail forcé n'a pas totalement disparu, seulement c'est devenu, dans énormément de sociétés humaines en tout cas, une activité marginale. Il serait donc intéressant de se demander ce qui est utilisé par la société pour forcer en quelque sorte les individus à travailler. Pourquoi est-ce que le travail forcé est devenu quelque chose de marginal? Pourquoi est-ce qu'on n'en a plus besoin? Eh bien, une raison possible à cela, c'est la division du travail. La division du travail, c'est la répartition des tâches entre les membres d'un groupe. Au lieu que chacun travaille tout seul, il ne fait qu'une partie du travail total, de manière à ce que ce travail soit effectué de la façon la plus efficace et la plus rapide possible. Un exemple, si vous voulez préparer une fête avec des amis, eh bien vous allez vous répartir les tâches. Certains vont par exemple chercher une salle, d'autres de la nourriture, d'autres des boissons, certains vont s'occuper de la musique, etc. Dans ce genre de division du travail, tout le monde est plus ou moins interchangeable. Pourquoi? Parce que ces différentes tâches ne nécessitent pas de compétences particulières. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme ou des compétences extraordinaires pour, par exemple, acheter des boissons. Il existe un autre type de division du travail, et c'est sur cette division du travail-là que je vais insister, qui est fondée sur une spécialisation des techniques. Pourquoi est-ce qu'il existe une telle spécialisation? Eh bien, pour une raison facile à comprendre, il est impossible d'être excellent dans tous les domaines. Pour apprendre à manier correctement des outils, pour connaître un savoir-faire à fond, eh bien, il faut du temps. Et donc, il faut se limiter à quelques techniques particulières. Assez tôt dans l'histoire humaine, donc, probablement dès la plus haute antiquité, voire dans la préhistoire, certains hommes ont donc acquis des compétences très particulières dans des domaines particuliers. Et cette division du travail, au fil des siècles, s'est accentuée. Différents métiers sont apparus. Et au sein même d'un même métier, il y a eu différentes techniques, différentes fonctions qui ont été attribuées aux uns et aux autres. Rousseau explique assez bien cette évolution dans un essai qui s'appelle Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il imagine une société mythique où les hommes auraient vécu indépendants les uns des autres. Pourquoi indépendants? Parce que chacun aurait eu à sa disposition un grand nombre de techniques qui lui auraient permis non seulement de survivre, se procurer de la nourriture par exemple, mais aussi de fabriquer des choses qui ne sont pas indispensables à la survie, mais qui rendent la vie intéressante, qui rendent la vie digne d'être vécue. Par exemple, ils auraient su fabriquer des instruments de musique, ils auraient su utiliser des formes de peinture, etc. Ces êtres humains se seraient réunis non pas parce qu'ils avaient besoin les uns des autres pour vivre, mais tout simplement pour le plaisir d'être ensemble, pour discuter, pour faire la fête, pour faire de la musique, de la danse ensemble. Les choses se sont gâtées à partir du moment où les hommes ont commencé à se spécialiser. Alors ils sont devenus interdépendants. Ils sont devenus dépendants les uns des autres parce que chacun n'avait plus à sa disposition qu'un nombre très limité de techniques et donc ne pouvait pas subvenir à la totalité de ses besoins. Pour Rousseau, donc, ça a été une des causes principales de l'apparition d'inégalités et de la disparition de la liberté dans les sociétés humaines. Reste à savoir pourquoi l'interdépendance entraîne forcément l'inégalité et l'absence de liberté. Cela ne va pas de soi. Après tout, on pourrait imaginer une société où les hommes sont tous dépendants les uns des autres, mais sans qu'aucun ne domine les autres, sans qu'aucun n'impose sa force. Dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. En tout cas, la spécialisation des techniques a abouti à deux types de travaux,
De manière schématique, on peut dire qu'il y a des travaux qui nécessitent beaucoup de savoir-faire, beaucoup de compétences, et qui consistent à organiser le travail des autres. Il y a ceux qui sont au sommet du groupe, par exemple au sommet d'une entreprise, et qui vont donner les ordres, qui vont organiser le travail des autres. Et puis, en bas de l'échelle, vous avez des gens qui ont peu de compétences techniques, qui font un travail relativement simple, répétitif, et qui se contentent pour l'essentiel d'appliquer ce qu'on leur dit, d'obéir aux ordres. Alors, bien entendu, c'est une présentation schématique, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont leurs propres patrons, par exemple. Et puis, dans une entreprise, il peut arriver qu'il y ait un grand nombre de niveaux intermédiaires entre ceux qui sont au sommet et ceux qui ne font qu'une tâche très simple, une tâche d'exécution. Mais disons grosso modo qu'il y a deux types de tâches, deux types d'activités. Ceux qui sont au sommet, ceux qui organisent le travail des autres, vont non seulement avoir un travail plus intéressant, mais ils vont également aussi s'octroyer des avantages matériels. Ils vont, lors de la répartition de la richesse produite par le travail, s'accorder davantage de rémunération. Ceux qui sont en bas de l'échelle vont non seulement être moins payés, moins valorisés, mais ils vont être également plus facilement remplacés, parce que quand quelqu'un a peu de compétences techniques, il peut plus facilement être remplacé. Donc il est possible de faire aussi pression sur lui, en lui disant « Écoute, si tu n'acceptes pas ces conditions de travail, si tu n'acceptes pas ce salaire qu'on te donne, eh bien tant pis pour toi, il y a d'autres gens qui aimeraient bien prendre ta place, tu n'as qu'à partir. » On voit donc que l'organisation du travail, et notamment une organisation due au fait qu'il y a eu une spécialisation des techniques, eh bien, elle a entraîné des inégalités et, pour un grand nombre de gens, une vie très peu libre. Le travail, donc, ici, apparaît non plus comme facteur de liberté, mais comme une forme d'oppression, ou du moins un outil permettant l'oppression. On aurait pu penser que cette situation allait évoluer positivement avec la Révolution française, qui promouvait l'idée de liberté et d'égalité entre les hommes. En réalité, ce n'a pas été vraiment le cas. À bien des égards même, la situation de beaucoup de travailleurs s'est détériorée. La Révolution française, elle coïncide avec une autre révolution qui est apparue d'abord en Angleterre et puis qui s'est propagée ensuite dans le reste de l'Europe et enfin dans le monde entier. C'est la révolution industrielle. La révolution industrielle, en tout cas la première révolution industrielle, celle qui est apparue au XVIIIe siècle en Angleterre, on l'associe à l'invention de la machine à vapeur. Et c'est vrai que cette invention géniale a profondément bouleversé la vie des hommes. Mais la révolution industrielle ne se réduit pas à cela. De façon générale, on peut dire que c'est une transformation profonde de la manière dont les hommes ont travaillé. Le travail est devenu de plus en plus mécanique, non seulement à cause de l'apparition des machines dans les fabriques, dans les usines, mais aussi parce que, même indépendamment des machines, le travail lui-même des hommes, les gestes qu'ils accomplissaient, sont devenus plus répétitifs, plus simples, plus mécaniques. Adam Smith, un célèbre philosophe et économiste du XVIIIe siècle, prend l'exemple d'une fabrique d'épingles où la rentabilité a été considérablement augmentée à partir du moment où les ouvriers ont cessé de fabriquer des épingles en entier, ils n'ont plus fabriqué qu'une petite partie de l'épingle. Chacun s'est vu attribuer une tâche très particulière, il n'était plus qu'un maillon de la chaîne de production. On peut dire donc ici qu'il y a déjà une forme de travail à la chaîne. Il y a eu, bien entendu, un avantage à ce type de production. Alors, le fait que donc, la rentabilité a été accrue, ça a permis de produire beaucoup plus de choses, beaucoup plus rapidement. Et comme ce travail était machinal, mécanique, répétitif, et bien dans bien des cas, on a pu remplacer des êtres humains par des machines, ce qui a pu encore accroître
la rentabilité des entreprises, mais aussi la quantité de richesses produites. Donc il en est résulté un prodigieux bond dans la quantité de richesses produites. Cette innovation technique a été donc un progrès considérable au sens où on a pu produire beaucoup plus de richesses qu'auparavant. Il y a eu un bond quantitatif dans la production des richesses. Seulement, pour bien des hommes, et notamment pour tous ceux qui ont été amenés à travailler dans les usines comme ouvriers, eh bien, cette révolution industrielle n'a pas été profitable. D'une part, la richesse produite a été partagée de façon très inégale. Comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont en bas de l'échelle, ceux qui ne font qu'appliquer les tâches, ce n'est pas eux qui vont recevoir les meilleures rémunérations, puisque ce ne sont pas eux qui dirigent l'entreprise. D'autre part, les conditions même de travail se sont dégradées. Un artisan qui travaille à son compte, il fait un travail très valorisant et très intéressant parce qu'il possède un grand nombre de techniques, il peut montrer son savoir-faire, il est fier de ce qu'il fait un travail qui n'est pas complètement répétitif, même si bien sûr il y a de la répétition comme dans tout travail et dans toute technique. Il a beaucoup de cordes à son arc. Un ouvrier qui fait toujours la même chose, accomplit toujours des gestes extrêmement répétitifs et qui a peu de compétences, donc un ouvrier de base, un ouvrier spécialisé comme on dit, c'est-à-dire un ouvrier qui est spécialisé dans une tâche très très limitée et qui n'a pas beaucoup de savoir-faire technique, eh bien son travail est très ennuyeux, il n'est pas du tout enrichissant. On a vu avec Kant que le travail permettait en principe de développer des facultés humaines, intelligence, habileté technique, patience, etc. Dans le cas du travail d'un ouvrier qui accomplit une tâche très répétitive et très simple, les facultés humaines sont très peu développées. On pourrait même penser que ce type de travail est abrutissant, parce qu'il empêche les êtres humains de développer leur inventivité, leur créativité. La difficulté dans ce genre de travail vient en grande partie du fait que même s'il est très mécanique, on ne peut pas l'accomplir de façon complètement machinale. C'est-à-dire que si l'ouvrier, par exemple, se met à rêvasser, à ne plus être concentré sur ce qu'il fait, il risque de commettre une erreur qui peut lui être fatale. Par exemple, il peut y avoir un accident du travail dû au fait qu'il a fait un geste maladroit et la machine lui aura sectionné une main ou un bras, par exemple. Donc l'ouvrier doit rester extrêmement attentif à ce qu'il fait, même si sa tâche est profondément ennuyeuse. On a un phénomène que Marx a appelé exploitation. Le travail est à la fois appauvrissant d'un point de vue humain parce qu'il ne permet pas de développer les facultés humaines, les facultés morales, l'habileté, etc. Et puis d'autre part, le produit du travail n'appartient pas à l'ouvrier. L'ouvrier, contrairement à l'artisan qui travaille à son compte, l'ouvrier donc reçoit en compensation du temps et de l'énergie qu'il a donné à l'entreprise, il reçoit une compensation très maigre, il reçoit de quoi subsister à grand-peine, mais c'est tout. On peut même aller plus loin et dire que ceux qui profitent en fait le plus du travail, ce ne sont pas nécessairement les gens qui travaillent dans l'entreprise, ce n'est même pas forcément le manager, celui qui organise le travail des autres. Dans le capitalisme industriel, qui émerge au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, ceux qui vont véritablement s'enrichir, ce sont d'abord et avant tout les propriétaires de l'entreprise et qui ne sont pas nécessairement des gens qui travaillent dans cette entreprise. Ce sont les actionnaires. Ce sont des gens qui ont investi de l'argent et qui veulent des dividendes, c'est-à-dire qui veulent une richesse qui leur revient en tant qu'actionnaire. Et donc la répartition des richesses produites par l'entreprise va être d'autant plus inégale que les actionnaires ont un poids plus important justement sur la marge de l'entreprise. Cette situation s'est encore aggravée au XIXe siècle avec l'invention du taylorisme. Alors Taylor, c'était un ancien ouvrier puis ingénieur qui a
inventé une méthode qu'il a appelée l'organisation scientifique du travail, une méthode pour accroître la rentabilité du travail des ouvriers. Il a décidé que dorénavant les ouvriers devraient faire des gestes extrêmement calibrés, des gestes chronométrés, donc on mesurerait très précisément chaque geste de l'ouvrier de manière à ce qu'au fond, il se comporte comme une machine, de manière à ce qu'on perde le moins de temps possible. Donc il s'agissait de contraindre l'ouvrier à vraiment donner le meilleur de lui-même en le pressant un peu comme un citron, en faisant en sorte qu'il ait le moins de pauses possible, qu'il ne fasse aucun geste inutile, etc. Qu'en est-il maintenant de l'évolution des formes de management, c'est-à-dire d'organisation du travail dans les entreprises, au cours du XXe siècle? Alors, il y a eu d'un certain côté des progrès, sous la pression d'ouvriers qui réclamaient de meilleurs salaires. Ford, le célèbre constructeur automobile, a compris qu'il avait intérêt à payer davantage ses ouvriers. Donc le Fordisme, c'est entre autres une organisation du travail où on essaye de motiver les travailleurs en leur donnant des rémunérations un peu plus convenables qu'au XIXe siècle, avec dans l'idée que non seulement ils produiront mieux, mais qu'en plus ils pourront peut-être eux-mêmes devenir consommateurs et acheter les produits. Parce que c'est bien beau de fabriquer des tas de voitures, par exemple, si on ne peut pas les écouler faute de consommateurs, eh bien ces voitures ne pourront pas se vendre, ou alors il faudra les vendre très peu cher. Donc il y a eu une certaine augmentation du pouvoir d'achat, mais en même temps, on peut se demander si la liberté a véritablement augmenté pour autant. D'un certain côté, oui, certainement, mais en même temps, il y a eu un phénomène qui s'est développé à peu près au même moment que le Fordisme, c'est la publicité. La publicité, qui est un maillon essentiel de ce qu'on appelle la société de consommation, une société où la production est faite en grande partie en fonction de la consommation, ou plutôt c'est l'inverse, la consommation est stimulée artificiellement pour pouvoir écouler la production. Donc la publicité, elle incite les gens à diriger leurs désirs vers tel ou tel produit qui ne sera pas forcément si utile que ça, ni forcément si mirobolant que ça, mais on stimule les désirs des gens de manière à ce que ces désirs soient orientés dans une direction bien précise, qui est celle voulue, bien entendu, par les producteurs des biens et des services qui sont proposés aux consommateurs. À partir du moment où nos désirs sont orientés par des gens qui manipulent notre psychisme, eh bien, on peut se demander si nous sommes véritablement libres. Par ailleurs, il y a d'autres formes de management qui sont apparues vers la fin du XXe siècle, des formes de management qui recouraient à l'affectivité du travailleur. Il s'agissait non plus simplement de le motiver en lui promettant des rémunérations intéressantes, mais en essayant de rendre son travail attractif, en valorisant le travail au sein de l'entreprise. Un exemple, il y a des entreprises où, en apparence, les inégalités hiérarchiques sont atténuées, tout le monde se tutoie, il y a une ambiance sympathique. Le contremaître n'est plus là pour engueuler les ouvriers ou les employés, il est là plutôt pour les stimuler, pour créer une sorte d'esprit d'équipe, un petit peu comme un coach qui encourage une équipe de football. Et donc, il peut arriver que des travailleurs investissent beaucoup d'eux-mêmes, psychologiquement et affectivement. Ils vont consacrer une grande partie de leur vie, parfois au détriment de leur vie privée et de leur famille. Donc, ils vont consacrer donc énormément d'énergie et de temps à leur entreprise. Alors, s'ils sont contents, s'ils s'épanouissent là-dedans, pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y a pas un gain de liberté? Le problème, c'est que, d'une part, il n'est pas bon, sans doute, de consacrer trop d'énergie à une activité particulière au détriment de son sommeil, de sa vie individuelle, de sa vie familiale, etc. On peut obtenir, à force
de consacrer son énergie à une tâche unique, on peut avoir une dépression, une sorte d'épuisement moral et physique qu'on appelle en bon français un burn-out. Par ailleurs, l'entreprise peut très bien, notamment sous la pression d'actionnaires, décider qu'il y a trop de salariés. Et donc, on va mettre des gens au chômage, ou bien pousser les gens à quitter d'eux-mêmes l'entreprise. Il y a des moyens pour faire pression psychologiquement sur les gens pour qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes, de manière à ce que l'entreprise n'ait pas à payer d'indemnité. Et donc, il y a un phénomène qui est tragique, c'est-à-dire que des individus qui ont consacré énormément de temps, d'énergie, on pourrait même dire d'amour, d'affectivité dans leur entreprise, qui tout d'un coup s'aperçoivent qu'ils ont été dupés, qu'en fait, on ne s'intéressait pas à eux en particulier, que leur personne individuelle n'avait pas d'importance, ils étaient simplement un outil au service de la rentabilité de l'entreprise. Et dans certains cas, ça peut se terminer très mal. Il y a des gens qui se sont suicidés parce que, justement, ils avaient le sentiment d'avoir été très maltraités psychologiquement. Donc le travail, on le voit en tant qu'activité sociale, semble très loin d'être un facteur de liberté. Il y a donc une hiérarchie qui peut-être est plus subtile qu'au XIXe siècle, mais qui continue d'exister. D'un côté, je vous l'ai dit, il y a des gens qui font une tâche d'exécution, d'autres qui organisent le travail des autres, qui ont un travail plus valorisant, mais bien souvent, au sommet, il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui possèdent l'argent de l'entreprise, qui sont les propriétaires de l'entreprise, et ces gens-là exercent une pression pour que l'entreprise soit la plus rentable possible, quitte à ce que cette entreprise diminue les salaires, détériore les conditions de travail des salariés, etc. On vient de voir que la révolution industrielle, en poussant à l'extrême la division du travail, en inventant une manière de travailler mécanique, extrêmement répétitive, a contribué à faire du travail une activité qui est tout à fait opposée à la liberté. Mais elle a également eu un autre effet, un effet environnemental. Tout à l'heure, nous avons vu que le travail est à la fois une activité par laquelle l'homme se transforme lui-même et une activité par laquelle il transforme la nature. Or, cette transformation n'a pas que des effets positifs par rapport à la liberté. Certes, le pouvoir de l'homme sur la nature lui permet de réaliser des buts plus nombreux, plus ambitieux, et donc, en apparence, ou dans un premier temps, cela accroît la liberté de l'être humain. Seulement, une exploitation abusive des ressources naturelles aboutit à des conséquences qui n'étaient pas prévues et qui sont contraires au but que l'homme se propose. L'être humain, par exemple, se propose comme but de vivre en bonne santé, dans un cadre de vie agréable, dans un environnement qui soit beau, qui soit sain, etc. Or, avec la destruction d'un grand nombre de ressources naturelles, et notamment non seulement de sources d'énergie, de minéraux, mais aussi d'espèces vivantes, eh bien, l'être humain a vu ses conditions de vie, dans une large mesure, se détériorer. La pollution de l'eau, de l'air, des sols a produit un effet très négatif. Il ne s'agit pas simplement donc du réchauffement climatique dont on parle beaucoup, mais également d'un grand nombre de maladies, cancers, allergies, asthme, qui sont dues à cette pollution. Dans la mesure où la liberté, c'est le pouvoir d'agir en fonction de ses propres buts, c'est le pouvoir de réaliser ses propres buts, eh bien on peut dire qu'un travail qui aboutit à des conséquences qui vont à l'encontre des buts qu'on se propose, eh bien ce travail-là n'est pas vraiment un facteur de liberté. Au contraire, si en agissant,
je finis par faire le contraire de ce que je voulais, je ne peux pas dire que j'ai agi de façon véritablement libre. Je viens de parler donc des effets pervers de l'exploitation de la nature, dus à un excès dans l'industrialisation des sociétés et dans l'exploitation des ressources naturelles. On pourrait mentionner encore un autre aspect de cette révolution industrielle et de cette révolution technique qui a eu lieu depuis le XVIIIe siècle. C'est ce que Ivan Illich a appelé la contre-productivité. Alors Ivan Illich, c'était un penseur du XXe siècle qui a beaucoup réfléchi à l'évolution des techniques. Il n'était pas hostile à la technique en général, mais il a essayé de montrer que certaines formes de techniques, loin de donner à l'homme la liberté qu'il souhaite, contribuent au contraire à rendre l'homme davantage dépendant, non seulement des outils techniques, mais également d'un certain mode de vie qui va avec ce développement technique. L'exemple le plus frappant peut-être qu'il donne, c'est l'exemple de la voiture, de l'automobile. Au départ, cette invention a des effets extraordinaires. Le but principal de l'invention de l'automobile, c'est de pouvoir voyager plus rapidement. Et dans les faits, effectivement, au départ, cela a permis aux hommes de gagner énormément de temps, de voyager beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. Mais au fur et à mesure que la civilisation industrielle s'est développée autour de l'automobile, eh bien, les effets positifs se sont peu à peu transformés en effets négatifs. En effet, Ivan Illich explique que les villes se sont transformées, se sont accrues, les gens se sont mis à travailler de plus en plus loin de chez eux, puisque justement ils avaient une voiture pour se déplacer. La circulation est devenue de plus en plus dense, si bien que les gens ont perdu énormément de temps dans les trajets, surtout aux heures de pointe, lorsqu'il y a des embouteillages fréquents. Par ailleurs, les gens se sont mis à passer beaucoup d'heures à travailler pour pouvoir avoir de quoi acheter une voiture, se payer une assurance, entretenir la voiture, tout cela, ça coûte très cher. Bref, Ivan Illich explique que, d'après certains calculs qui ont été faits dans les années 70, dans les métropoles américaines, le temps passé dans les embouteillages, pour aller à son travail et pour travailler à s'acheter une voiture et à l'entretenir, ce temps finalement était supérieur à celui qui était gagné par le fait d'avoir une voiture. Ici donc on a, semble-t-il, un bon exemple d'une technique qui a fini par devenir contre-productive, c'est-à-dire par aboutir à l'effet exactement inverse de celui qu'elle était censée avoir. Récapitulons, nous venons de voir que le travail en tant qu'activité sociale est très loin d'être facteur de liberté. D'une part parce que l'organisation sociale du travail a le plus souvent conduit les êtres humains à être dépendants d'autres êtres humains, car le travail s'est organisé d'une façon hiérarchique. Et d'autre part, le rapport de l'homme avec son environnement naturel s'est assez vite détérioré, surtout avec l'invention de techniques nouvelles, de techniques industrielles qui ont conduit à une surexploitation de la nature, à une dégradation des ressources naturelles, à une pollution de plus en plus insupportable et de manière générale à une dégradation des conditions de vie de l'être humain. On pourrait donc être tenté de répondre de manière définitive à notre problème. Oui, le travail est par définition un obstacle à la liberté humaine.
On pourrait cependant trouver cette réponse, comme celle de la première partie, insuffisante, insatisfaisante, parce que trop abstraite. En effet, nous avons fait abstraction du fait que l'être humain est capable, dans une certaine mesure en tout cas, de transformer les choses, de transformer sa manière de produire, sa manière de s'organiser en société. Ce n'est donc peut-être pas tant le travail en lui-même qui est un obstacle à la liberté, que la manière dont les êtres humains ont décidé de travailler ensemble. C'est peut-être surtout finalement un problème d'organisation sociale, plus que le travail en lui-même qui serait responsable de l'absence de liberté. C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de ce cours. Nous allons donc voir dans cette dernière partie que l'organisation du travail au sein de la société n'évolue pas toujours dans un sens contraire à la liberté. Même aujourd'hui, dans notre société extrêmement imparfaite, le travail n'est pas toujours nécessairement quelque chose qui empêche l'individu de s'épanouir, quelque chose d'abrutissant, d'ennuyeux, une forme d'esclavage. Il existe, heureusement, des gens qui s'épanouissent dans leur travail, qui n'ont pas forcément au-dessus d'eux un chef capricieux, qui, dans leur travail, font appel à leur créativité, à leur ingéniosité, à leur habileté, etc. On peut aussi noter qu'il n'y a pas nécessairement une frontière absolue entre travail et loisir. Il y a certaines personnes qui disent dans mon métier je m'éclate tellement, je m'intéresse tellement à ce que je fais que je n'ai pas vraiment l'impression de travailler, c'est plutôt du loisir que du travail. A l'inverse, des activités qui étaient autrefois considérées comme des activités de loisir, par exemple la chasse, la guerre ou l'art pour les nobles, en réalité ces activités que les nobles faisaient en grande partie par plaisir, elles nécessitaient quand même du travail, un apprentissage, un entraînement, l'acquisition de techniques. Donc, puisque la frontière entre travail et loisir n'est pas absolue, on peut envisager une évolution de la société dans le sens d'une plus grande liberté, c'est-à-dire on peut envisager que le travail cesse d'apparaître toujours comme une corvée insupportable, mais que le travail soit en même temps l'occasion pour l'homme de développer ses facultés, de s'épanouir, de développer sa créativité, son intelligence, etc. Donc, le travail, en ce sens-là, sera en même temps vécu comme un loisir. Alors, cette évolution, comment peut-elle être possible? D'abord, on peut faire remarquer que dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de la révolution industrielle, on a vu que des travailleurs pouvaient s'unir, par exemple dans des syndicats, pour exiger de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, d'avoir davantage de temps libre. Et ça a eu des effets indéniables. Le temps de travail, pendant plus d'un siècle, a globalement diminué. Aujourd'hui, on a tendance à revenir en arrière et à exiger, par exemple, des salariés qu'ils travaillent de plus en plus longtemps, de manière à pouvoir payer leur retraite. Mais si on regarde sur le long terme, la tendance est plutôt quand même à une diminution du temps de travail, dans les pays riches en tout cas. Et ça, c'est en grande partie dû à la pression de travailleurs qui se sont organisés pour justement avoir davantage de temps libre. Et également pour travailler dans de meilleures conditions, avec de meilleurs salaires. On peut envisager que cette évolution se poursuive et même qu'elle s'approfondisse. Il y a, par exemple, aujourd'hui des sociétés qu'on appelle des SCOP, où les salariés sont en même temps propriétaires de leur entreprise et s'organisent d'une façon un peu moins hiérarchique, un tout petit peu plus démocratique que dans les entreprises traditionnelles. On peut remarquer aussi que dans les grandes entreprises industrielles allemandes, il existe
non pas vraiment une démocratie, le mot est trop fort, mais en tout cas un poids important des salariés dans les décisions des entreprises et dans la manière d'organiser le travail. Ce sont des indices qui semblent nous montrer qu'une évolution est possible dans le monde du travail, dans le sens d'une plus grande liberté. En ce qui concerne le rapport du travail à l'environnement, là encore, les choses n'évoluent pas toujours positivement, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin, il y a quand même des associations écologistes qui font pression et qui remportent parfois quelques victoires. Elles sont certainement très insuffisantes, étant donné la dégradation globale de l'environnement, l'épuisement des ressources, la pollution, etc. Mais on peut penser que si les citoyens étaient davantage impliqués dans ces questions d'environnement, s'ils faisaient davantage pression sur les gouvernements, il y aurait des lois beaucoup plus strictes pour encadrer la production industrielle, pour limiter la pollution et arrêter la surexploitation des ressources naturelles. Là encore, la situation est inquiétante, certes, mais rien ne dit que l'évolution sera toujours négative. Il n'y a sans doute pas de fatalité. Les choses ne sont pas écrites dans le marbre, même si probablement la dégradation actuelle de l'environnement est telle que même si on faisait brutalement machine arrière, même si on changeait radicalement la manière de produire, il y aurait des dégâts irréversibles. Cela n'implique pas qu'aucune action soit efficace aujourd'hui, que ça ne serve à rien d'agir politiquement pour modifier la manière dont les êtres humains travaillent et modifient la nature. Ce n'est pas parce que les choses sont graves qu'on doit laisser la situation empirer encore davantage. En conclusion de ce cours, eh bien, nous allons pouvoir enfin donner une réponse à la question: est-ce que le travail est un obstacle à la liberté? Est-ce que nécessairement, par définition, le travail empêche les êtres humains d'être libres? Eh bien, la réponse qui semble la plus satisfaisante, c'est que ce n'est pas par définition que le travail est un obstacle à la liberté, même s'il y a toujours un aspect contraignant dans le travail, même si il nous empêche de réaliser immédiatement nos désirs. Le travail peut être un facteur de liberté à condition que les êtres humains s'organisent dans la société de manière à ce que aucune hiérarchie excessive n'empêche les hommes de jouir de leur temps libre et de vivre correctement avec des moyens de subsistance suffisants pour réaliser leurs désirs. D'autre part, le travail peut être un facteur de liberté à condition que les hommes dans la société s'organisent de telle manière à ce que la modification de la nature par le travail n'entraîne pas des conséquences indésirables qui sont contraires à la liberté humaine. Là encore, ce n'est pas tellement le travail en lui-même qui est responsable des catastrophes écologiques, c'est surtout la manière dont on l'organise au sein de la société. Cette réponse est un peu plus nuancée et complète que les autres, et c'est pourquoi nous allons la retenir. La première réponse qui consistait à dire, avec Aristote et Kant, que le travail et la technique sont facteurs de liberté, cette réponse, elle était en partie vraie. Effectivement, le travail permet à l'homme d'acquérir des techniques et donc un certain pouvoir et une faculté de choix. Le travail permet également de développer des facultés humaines, des facultés intellectuelles, techniques, morales aussi, sans lesquelles l'être humain ne pourrait pas être libre. Mais cette réponse était insatisfaisante car elle faisait abstraction du caractère social du travail. Le travail n'est pas simplement quelque chose qui met l'homme en relation avec la nature. Le travail, c'est aussi quelque chose qui met les hommes en relation les uns avec les autres dans une société. La deuxième réponse, qui tenait compte de cet aspect social du travail, était en grande partie vraie,
mais elle pouvait laisser penser que le travail était par définition quelque chose qui a enlevé à l'homme sa liberté. Or, comme nous l'avons vu dans la troisième partie, la manière dont le travail est organisé dans la société évolue au cours du temps, ce n'est pas figé pour l'éternité. Tantôt cette évolution est plutôt négative, tantôt elle va donc retirer de la liberté aux hommes, tantôt au contraire cette évolution peut s'avérer positive. Donc encore une fois, le travail en lui-même n'est pas nécessairement un obstacle à la liberté. De même, les techniques en elles-mêmes qui accompagnent généralement le travail ne sont pas nécessairement contraires à la liberté. Tout dépend de la manière dont les hommes, collectivement, organisent le travail et utilisent les techniques qu'ils ont inventées.